Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis aujourd'hui avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour continuer notre geste ségalienne. Il était temps. Voilà, il était temps. Tu m'as dit récemment, on n'enregistre plus d'épisodes de Stéroïdes. Bon, ce qui était un peu relatif, parce qu'on en a enregistré 2 récemment. Sur le flic de Beverly Hills, Axel Follet, je crois, c'est ça. Et sur le film qu'on a déjà oublié. Voilà, c'est ça. Il y a 3 mois. Et sur Narc, tu vois. Donc, Narc, je veux dire, un classique, quoi. Mais j'allais dire, là, maintenant, on revient sur des films qu'on n'oublie pas. On continue la geste ségalienne et on en était arrivé à Justice sauvage. On est arrivé à ce qui est, je crois, ton préféré. Le meilleur film de Steven. Ça se dit. Le Parrain 2 de Steven. Tu vois, d'ailleurs, il arrête pas de parler italien pendant le film, donc c'est quand même assez évident. Ça voudrait dire donc que Nico, c'est le parrain ou Peut-être. C'est pas mal, c'est une bonne analogie. Mais il parle pas trop italien dans Nico. Non, c'est vrai Alors que là, il dit plein de mots, genre subito, genre, tu vois, un peu fanculo, tu vois, des trucs comme ça. On sent qu'il a pris des cours, tu vois. Voilà, c'est ça, il parle italien, quoi, tu vois. Et alors attends, avant de lancer les affaires, comme toujours. Le pitch. Le pitch. Très compliqué. Pour le coup, c'est le pitch le plus simple du monde. Voilà. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Richie, qui sort un jour de sa voiture et qui tire à bout portant sur un gars qui s'appelle Bobby. Pas de bol, Bobby, c'est l'ami de Steven Seagal. Donc Steven dit « Donne-moi un pompe, donne-moi une voiture banalisée et je vais le retrouver. » La meilleure phrase du film. Voilà, globalement c'est un peu ça. Alors c'est pas très clair parfois sur la temporalité. Est-ce que ça se passe sur une nuit ou sur 2 ? J'ai l'impression que c'est sur une nuit, mais avec des faux raccords. mais globalement c'est sur une nuit. Donc Gino va aller chercher Richie. C'est ça. Pour lui faire bouffer sa merde. Parce que ça, il faut le dire quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Steven, il fait bouffer la merde de tout le monde dans ce film. Le film s'appelle Justice sauvage. C'est pas volé. Sauvage. Ouais. C'est sauvage, oui. Justice, on est moins sûr. Ouais. Mais sauvage, oui. Non, mais parce qu'en fait, après, les concepts de justice, c'est intéressant parce qu'il y a un moment assez intéressant, mais on s'avance, tu vois, sur la fin. Et tu te dis, c'est un peu... ok, si vous voulez. Tiens. Mais on y reviendra quand on y sera. Alors, pourquoi est-ce que c'est le meilleur film de Steven Seagal ? J'ai envie de te répondre parce que c'est l'un des rares où il y a un réalisateur derrière. Voilà, John Flynn. Et John Flynn, admirable artisan de la série B américaine, quoi. Réalisateur de Échec à l'organisation avec Robert Duvall, The Outfit, super polar hardball des années 70, quoi. Réalisateur de Rolling Thunder avec William Devane, c'est quand même... Film tellement adoubé par Tarantino qu'à un moment il en avait fait sa boîte de prod. Voilà, et Tommy Lee Jones dans Rolling Thunder, voilà, très important parce que Tommy Lee Jones on le retrouvera bientôt dans un autre Steven Seagal. Rolling Thunder dont le titre français est Légitime Violence. Légitime Violence, je crois que c'est ça. Mais après c'est des titres c'est tellement un peu basique ce genre de titre justement que Rolling Thunder c'est quand même un peu plus. Que ce soit Justice sauvage. Je ne sais plus. Tonnerre qui roule quoi. Tu vois non c'est magnifique quoi. Alors Justice sauvage. Bon, ça c'est un bon film parce que c'est John Flynn. John Flynn c'est le mec, tu vois. Moi John Flynn pour moi c'est un peu comme Walter Hill. C'est des mecs, qui se prennent pas la tête. Tu vois ? Ouais. Voilà. C'est le mec qui dit, bon, alors j'ai besoin de combien de plans pour montrer, ce kick dans la gueule de l'autre, tu vois, ou ce coup de feu, tu vois, etc. Et en fait, les mecs, ils prennent ce qu'ils ont besoin, ils le mettent en place, c'est hyper efficace, c'est hyper vénère, c'est hyper violent. Parfait, magnifique. Mais je suis assez d'accord. Un bon réal stéroïde. Pour le coup, c'est un bon réal stéroïde. Tu as cité Rolling Thunder, mais il y a aussi Pacte avec un tueur, il y a aussi Haute Sécurité, que vous pouvez écouter ici. Dont on en avait parlé avec Arnaud. Ouais. Voilà, dans un très très bon podcast. Lui peut pas le dire parce qu'il est dedans, mais moi je suis pas dedans. Très très bon podcast. Merci monsieur. Et je t'en prie. Et globalement, oui, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec la comparaison avec Walter Hill et dans une moindre mesure avec Andrew Davis, qui sont des moindre mesure quand même. Moindre mesure. Moindre mesure. C'est le parrain quand même, Nico. Mais globalement, ce sont des gens qui vont direct au but, ils font pas de circonvolution, ils font pas d'affêterie pour rien. C'est direct, c'est carré, c'est sec. Et donc ça rappelle un cinéma qu'on aime toujours, qui est le cinéma des années 70 en soi. Hein. C'est vrai. Alors le truc, c'est aussi, je pense, l'un des éléments intéressants de Justice. Alors après, il y a si on parle un peu entre guillemets sérieusement, mais on va revenir un peu quand même à des. Parce que c'est pas que c'est mi-figue mi-raisin la présence de Steven dans ce film. C'est un film de Steven Seagal, avec Steven Seagal, je veux dire, voilà. Et pour le coup, il est plutôt bien utilisé. C'est-à-dire que en gros, je veux dire, il tape vraiment.
C'est pas les derniers Steven où il se lève même pas de sa chaise pour défoncer les gars, tu vois. Ouais, Steven, tu veux dire Mission Alcatraz? Non, alors, Ouais, il n'a pas eu l'autre. je sais que pour toi, il est décédé en 2002, mais non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a dit qu'on s'arrêterait sur cette geste, on s'arrêterait à peu près là. On n'est pas encore décidé exactement. C'est-à-dire qu'à l'allure où on va, mon gars. Dans 12 ans, on va s'arrêter. Voilà. Bah, un film par an, on peut pas non plus, tu vois. Faut pas abuser du style. Ouais, voilà, il faut donner, à nos auditeurs le temps de digérer. Tu vois, le précédent film, c'était quand même une borne. C'était quand même un film très important. C'était Désigné pour mourir. Tu vois, c'était. alias Et Blanco, je vais te faire bouffer ton cul. Celui-là même. Voilà. Qui est aussi un parrain. Il a beaucoup de parrains, en fait. Voilà, Steven, c'est ça. Tu vois, donc voilà, il faut laisser le temps aux gens de digérer. Et donc d'apprécier, en fait, qu'on vienne avec Justice Sauvage. Justice Sauvage que je sais même pas. Parce que, donc, alors toi, tu nous as sorti le Blu-ray, là, je me permets. Hein. Bah oui. Voilà, Blu-ray américain. Oui, américain, parce que. Tu montes sur moi, Alain. Encore Merci à la technique. On en profite pour le saluer. Salut Alain. Salut. Ah, il avait Bonjour. son petit micro. Donc voilà, Justice Sauvage, Out for Justice. Ouais. Voilà, qui est donc en fait qui n'existe pas autrement qu'en Blu-ray américain. Comme souvent, hein, les Blu-ray américains, bah, les Non, mais Américains. celui-là, sont il a américains. presque 20 ans. Oui, et ça va, la copie est très très honnête, Ouais. mais et il est désolé enfin sans zone pour ceux que ça intéresse. En revanche, il a un problème colossal, hein, il faut le dire tout de suite, c'est qu'il a bel et bien une version française, mais une version française, pas la version française, puisque là c'est la version québécoise. Donc pour les habitués à la version française de France, ce sont pas les mêmes voix, et donc il y a pas ce genre de salut universel comme Étoile Blanco. Je vais te faire bouffer ton cul. C'est clair. Bah, je suis pas sûr que dans la version québécoise il y ait cette phrase. Ça serait intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a une version québécoise désignée Faut pour moi demander s'il y a Ouais. des gens qui nous écoutent et qui sont québécois, ils Voilà. nous le disent. Exactement. Mais je pense pas parce qu'en fait sur le Blu-ray américain de Mark for Death de Désigné pour mourir, qui n'existe pas en France non plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Non plus. Voilà. Non mais à un moment donné les classiques, En fait, je crois que la France n'aime pas Steven Seagal. Ouais, Ils c'est n'ont ça. jamais aimé Steven Seagal. Hein, c'est pas normal. Et compréhensible même. et je crois qu'il y a la VF française. Possible, je ne sais Du coup, bon, bah si, parce Oui, que moi oui, je l'ai. oui, Bah oui, 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 on oui, l'a tu as regardé. raison, il y a la VF française. Non, ce qui est super avec Justice Sauvage, c'est que ça commence direct par une citation de dramaturge new-yorkais. Ça commence par Arthur Miller, le mec qui a écrit donc Mort d'un commis voyageur. Tu fais oui, mais c'est tout à fait dans le ton. Ah, non, mais Pas de problème. non, mais c'est génial parce qu'en fait, c'est quand même une citation. C'est comme à l'époque où il y avait, il citait Platon sur les bandes annonces de Judge Dredd, tu vois. C'était des trucs. Moi, j'aime bien cette époque. J'aime bien cette époque où on citait carrément, tu On vois. avait peur de rien quand Tu sais, même. où les films d'action mettaient des lunettes pour faire genre, attends, on n'est pas des teubés, tu vois, on a lu, tu vois, donc voilà quoi. Donc là, il cite Arthur Miller, effectivement, tu vois. Et puis la scène d'après, c'est ça qui est génial, tu vois, c'est la schizophrénie du truc, tu vois. C'est que donc la scène d'après, t'as un macro qui sort, ça se passe à Brooklyn, Gino, Steven. Felino, parce que c'est son nom de famille, même s'ils le disent pas vraiment, tu vois. Je pense qu'ils se sont dit ça un peu too much, Steven. Non, Steven le félin. Ouais, ouais, Classe ouais. quand même. Puis félin, bon, je sais pas, c'est un peu discutable, quoi. Saumon, félin, tu vois, voilà. Mais, comment dire, Steven est en planque, et là, il peut pas, il voit, en fait, un macro sortir de sa bagnole, là, et, se mettre à tabasser sa prostituée, quoi. Et Steven, il peut pas laisser passer ça. Ouais, Steven, c'est un homme droit Voilà. dans les films. C'est raide comme la justice. Il sort de la bagnole, il capoute un deal à 3 millions de dollars, apparemment, tu vois, qui était en train de se mettre en place. Les flics sont là, putain, il est en train de nous mettre dedans, tu vois, et tout. Ouais, mais pour la rectitude morale. Ah bah, Steven sauve la veuve et l'orphelin. Voilà, exactement. Donc il arrive, et là, il commence à pousser le gars, tu vois, à la Steven, tu vois, c'est-à-dire avec son grand échalas comme ça de 2m20, là, tu sais, qui commence à pousser des petits gars qui font 1m60, tu vois. Et en fait, il est en train de le pousser, mais il reste, tu vois, encore un petit peu, Contenu. voilà, sous sa réserve. Jusqu'à ce que le mec lui dise je baisse ta mère et ton chien et ton fils et tout ça, etc. Et alors là, Steven, il peut pas laisser passer ça. Bah non, Donc il attrape le type par sa cravate, il lui pète le bras en fait une première fois, il le fait passer dans la fenêtre de sa bagnole, tu vois. Là. Non, attends. Ah non, j'attends. Donc le mec fait putain, Gino, espèce d'ordure, etc., etc. Il commence à sauter sur Steven Seagal, qui l'attrape et qui le fait passer à travers le pare-brise magnifique. Superbe cascade et tout. Steven passe dans l'entremise du pare-brise, c'est un plan filmé de l'intérieur de la voiture, tu vois. Arrêt sur image, Steven Seagal écrit en gros, Justice Sauvage. Et là, tu fais putain, chef-d'œuvre. Ah mais clairement, Direct. je pense que dans les plans qui ont iconisé Steven, voire qui ont créé l'icône Steven,
ce plan-là, c'est sûr qu'il y est, quoi. Parce que le découpage de la fenêtre, l'arrêt sur image, avec sa tête de tueur en série, là. Une tête de Steven, quoi. Non, mais c'est surtout, on dirait un Michael Myers, là, tu vois, encore une fois, quoi. Bah, comme souvent. Oui, voilà. Il a pas l'air ultimement sympathique, ce gars, on va pas se mentir. Mais voilà, hein. quoi. Et donc, il a défoncé le gars. Le ton est donné. Voilà. Et après... Ensuite, on enchaîne avec Out of Justice, on voit le titre et on a la scène d'intro où Richie va donc buter un flic à bout portant devant sa famille. Alors moi, j'ai une anecdote à raconter là-dessus parce que tu vois, je veux dire, là, on est là en train d'enregistrer un podcast sur Steven Seagal. On essaye de prêcher la bonne parole. Mm-hmm. On essaye d'expliquer aux gens que c'est important Steven Seagal dans l'histoire du cinéma. Mm-hmm. C'est un peu ce qu'on fait. Non, mais dis-le. Non, oui, bien sûr. Donc toi-même, par exemple, ça a dû t'arriver de te dire, tiens, je vais montrer Steven Seagal à un ami, je vais lui prêter un film, je veux dire, t'as quand même du physique, c'est fait pour ça aussi. Tu vois. Oui, mais bizarrement, j'ai pas beaucoup d'amis qui veulent regarder. Figure-toi que voilà, moi non plus, tu vois, malheureusement. C'est pas vrai. Attends. Toi, parce que je te l'ai montré à toi aussi. Voilà. Ouais, mais justement, tu chouinais. Tu vois. Ah oui, parce qu'Alain Mercier, je vais essayer de lui montrer, mais c'est pas de toi que je parlais, il le sait, hein, je parle Arnaud Bordas, tu vois, à qui il y a une vingtaine, un peu plus de 20 ans maintenant, quand on est devenus amis, je me suis dit, mais attends, avec tous les polars 70s qu'il aime, tous les trucs comme ça, il faut que je lui montre en fait Justice Sauvage. Bien sûr. Tu vois, il va forcément kiffer, tu vois. Et du coup, il le sait que je vais raconter cette anecdote parce que, comment dire, ce n'est pas une anecdote dont il est le héros, tu vois, voilà. Mais en fait, il passe chez moi à l'époque. C'était un peu avant d'aller dîner et je lui dis bon attends je vais te montrer le début de Justice Sauvage et en fait je voulais montrer le début de la même manière que tous les gens qui ont découvert Justice Sauvage ont été cueillis par ce début absolument incroyable où Richie commence à partir en couille si tu veux et on commence à flinguer tout le monde dans la rue et tout ça etc. Et t'as notamment en fait donc je lui montre le début. Il y a la scène qu'on vient de raconter avec le macro, il y a la citation d'Arthur Miller, il n'est pas impressionné, tu vois, j'aurais espéré qu'il soit impressionné, mais il n'est pas impressionné. Et puis en fait, on arrive, tu vois, ça avance, et puis Arnaud me dit, vas-y, c'est les mêmes choses que d'habitude, c'est Steven Seagal, c'est nul, vas-y, enlève ça, c'est bon, on va dîner, j'en ai marre. Ça dure 7 minutes, j'attends vraiment le moment où le film, tu vois, va faire son effet sur Arnaud, quoi. Et c'est long 7 minutes en fait quand t'as Arnaud Bordas qui est en train de te péter les oreilles en te disant non mais vas-y enlève, c'est nul, c'est à chier, c'est Steven et tout ça, etc. Tu vois, c'est comme d'habitude, c'est les mêmes merdes, c'est les mêmes trucs, c'est piège à grande vitesse, tout ça, etc. Tu vois, piège à grande vitesse, c'est un John Flynn. En plus, je montre un John Flynn. Il était censé savoir qui c'était quand même, tu vois. Bref. Et arrive ce moment absolument incroyable là, où, il est en vadrouille dans la rue, William Forsythe, parce qu'il faut le dire, Richie, c'est William Forsythe, quoi, en full cocaïne mode total, quoi. Et apparemment, il était en mode cocaïne sur le plateau, quoi. Et le truc, en fait, c'est que t'as ce moment-là où t'as une nana qui l'invective dans la rue, qui est dans sa bagnole aussi, qui lui dit ah, mon gros, la sort de là. En français, c'est elle dit mon gros, alors que pas du tout en anglais, quoi. Et donc t'as William Forsythe qui sort de la bagnole qui fait c'est moi qui suis gros et là il lui prend la meuf et il lui met une balle dans la tête, tu vois, genre street justice dégueulasse, etc. Là Arnaud il fait oh c'est d'un seul coup, tu vois, il était comme un fou, tu vois, il fait qu'est-ce que c'est que ça, c'est incroyable et tout, putain on fait ça dans un film et tout. Et je coupe le film, je lui dis allez c'est bon, on va dîner, tu vois. Oh la cruauté. Et là Arnaud il fait mais non mais là c'est tout, je fais non c'est bon Steven ça se mérite. Tu vois, on est allé dîner. Tu as dit du mal pendant 7 minutes. Minutes. Pendant 7 minutes, tu as dobé sur Steven. Voilà. Donc maintenant, tu attendras avant de le voir. Tu vois. Et on a fini par voir Justice Sauvage ensemble, peut-être 6 mois après. Parce que j'ai laissé traîner. Voilà. Parce qu'à un moment donné, effectivement, comme tu l'as dit, ça se mérite. Steven Seagal, ça se mérite. Voilà. Donc Arnaud, depuis, je suis sûr qu'il a acheté le Blu-ray. Je suis sûr qu'il a l'affiche chez lui. Je suis sûr que, tu vois, voilà. En même temps, il a aussi raison, l'ami Arnaud. C'est-à-dire que c'est aussi un moment... presque crucial du film, qui est celui où tu te dis ok ça va jusque là, c'est-à-dire que le film s'appelle Justice Sauvage, tu avais déjà vu de Steven Seagal, tu savais qu'il y avait toujours un certain sadisme dans les films de Steven Seagal, dans les scènes d'action en tout cas, qu'il a tendance quand même à démastiquer de façon brutale, mais on se souvient de la mort poétique d'Henry Silva dans le premier, mais on avait encore, tu vois rarement des méchants qui vont aussi loin que vraiment de buter l'innocent à bout portant pour rien.
Ouais, c'est ça. Et puis en fait, le truc avec le personnage de Richie, c'est qu'il est tellement borderline, tu vois, que comment dire, forcément, en fait, Steven qui est expéditif, tu lui donnes raison à la fin. Oui, Il y a un peu presque, tu vois. Le type est tellement fou, fou, inarrêtable, que, il est effectivement cocaïné jusqu'à la dernière veine. Il est fou, il est agressif, il est violent, c'est un gars qui viole, qui tue, qui s'amuse avec des handicapés pour les faire tourner chèvre. Enfin, c'est un film qui fera faire une attaque cérébrale aux bien-pensants d'aujourd'hui. Mais globalement, c'est un film qui ne retient pas ses coups, quoi. Enfin bon, c'était un film très violent à l'époque déjà. Hein, il faut le dire. Hein, c'est pas une question. Je veux dire, c'est un film qui va loin dans son propos. Qui va loin. Non, mais je sais pas s'il y a un propos réel, tu vois, parce que bon, et après il y a tout. Je pense pas qu'il y ait un propos. C'est vraiment, ça s'appelle Justice sauvage. Vous allez payer votre ticket de cinéma, on va dire 10 € à l'époque, ça doit être moins que ça, 7 € à l'époque. Vous allez en avoir pour votre argent. Vous venez voir un polar brutal. Alors il faut préciser un truc. Hein. Justice sauvage n'est jamais sorti en France en salle. Et ça, c'est triste. C'est le premier DTV de Steven. Ce qui quand même, à un moment donné, tu fais non mais en plus c'est le meilleur. Tu vois, donc tu te dis en fait les gens qui ont découvert, moi je sais que je l'ai vu en vidéo le film à l'époque quoi du coup et d'ailleurs je l'ai vu en vidéo juste après Piège en haute mer. C'était sorti avant, mais en fait j'avais pas encore moi je crois que Piège en haute mer j'en ai peut-être vu un, je sais plus avant de Steven. J'avais pas été impressionné, mais je me disais bon bah là il a du pognon, Piège en haute mer, donc ça va être un grand film, un gros blockbuster, ça peut être cool quoi, tu vois. Donc je l'attendais assez Piège en haute mer à cette époque-là quoi. Mais ce n'est pas un podcast sur Piège en haute mer. Et du coup j'avais pas trop vu les autres films, et effectivement j'ai découvert comme ça. Et j'ai mis un petit peu du temps à accepter en fait la ségalerie du film quoi. Parce qu'en fait il faut quand même le dire en fait, c'est que voilà il y a d'un côté t'as le polar hard-boiled vraiment assumé tout ça etc. Et t'as de l'autre côté t'as l'ego Steven genre plus quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, alors moi je vais t'expliquer si tu veux. Explique-moi. Voilà, donc c'est quand même donc le film où juste après toutes ces scènes là, tu vois, d'ultra-violence etc. Steven, bon père de famille, tu vois, avec son gamin, il est en train de divorcer de sa femme, tu vois, qui arrête pas de le dire, ah mais de toute façon vous les hommes vous êtes des machos etc. tu vois. Mais bon finalement elle l'aime beaucoup. Tu vois, parce que c'est Steven. Finalement, elle a pas envie de divorcer de Steven. Ah, exactement, tu vois. Voilà. Donc t'as Steven, bon père de famille, qui en fait, tu vois, lâche tout. Mais lui, il a une raison. C'est pas comme Robin Williams qui rate le match de baseball de son fils, tu vois. Déjà, lui, c'est lui. J'aurais jamais pensé à cette comparaison. Non, parce que c'était ça. Allons-y. Non, mais tu sais, dans les années 90, en fait, le mauvais père, c'était comment dire, c'était Robin Williams qui ratait le match de baseball de son fils dans au moins 4 films, tu vois. Donc, c'était vraiment ça. C'était, il travaille trop, il fait pas attention, la vie de famille lui passe devant, voilà, il comprend pas qu'il est en train de rater les années essentielles de la vie de ses enfants, etc. Il le regrettera toute sa vie, tu vois. C'est quand même le grand truc des comédies américaines et tout ça, etc. des années 90, tu vois. Ouais, alors que Steven, il était prêt à aller jouer au baseball. Voilà, c'est juste qu'on a tué son copain. On a tué Bobby. Et ça donne probablement la scène pour laquelle, une fois de plus, Steven aurait dû être nommé à l'Oscar, puisqu'il pleure. Ah, il pleure dans cette scène ? Oui, quand il voit... Si, je te jure. C'est du CGI. J'ai fait un arrêt sur image, je suis revenu dessus, j'ai fait, c'est pas possible, Steven ne pleure pas. Eh bien, si. Ouais. Bon, il y a une larme, hein, mais qui a probablement été mise, c'est juste avant. Ouais. C'est bon, on tourne. Mais parce que cet homme n'a pas de glande lacrymale, mais Steven pleure. Steven est triste dans ce film. Voilà. Donc en fait, il demande une voiture banalisée et un fusil à pompe. Tu vois, il met son petit béret. Et on lui donne. Ah ben bien sûr qu'on lui donne. La justice américaine, la police américaine des années 90, c'est donne-moi un pompe et une voiture banalisée. Je vais tuer tout le monde. Ok, pas de problème. Sauf que le truc. Alors c'est Jerry Orbach, le comédien qui lui donne le truc, quoi, qu'on a vu dans comment dire les séries télé. Alors en français, c'est quoi déjà Law and Order, c'est Law and Order. New York police judiciaire. Judiciaire criminel. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Police criminelle judiciaire, un truc comme ça, quoi. Voilà, donc Jerry Orbach, bon caractère acteur, comme on dit, tu vois, qui lui dit, bah ok. Tu vois, de toute façon, ils savent, en fait, parce que toute la problématique, en fait, c'est la citation d'ouverture d'Arthur Miller, en fait, qui parle du quartier, qui parle de Brooklyn, quoi, qui dit, voilà, en fait, de toute façon, en fait, on peut pas utiliser les méthodes classiques pour un mec comme ça. On va utiliser les méthodes des gens qui connaissent le quartier et qui savent en fait comment le pister, le retrouver, ton Steven. Non. Mais c'est ce qui fait aussi l'une des originalités du film, c'est qu'on a un policier qui est expéditif, mais également qui a coquiné avec la mafia, qui effectivement connaît absolument tout le monde dans le quartier, du petit espagnol qui vend des bouteilles d'eau au tenancier du bar à coquiner avec la mafia, à la prostituée, il connaît
tout le monde. Et c'est effectivement en faisant travailler ce réseau-là qu'il va essayer de retrouver Richie, sans y arriver, puisqu'il ira loin jusqu'à mettre en prison sa sœur, etc. Donc c'est aussi, pour moi, une des originalités du film, c'est que cette phrase d'Arthur Miller, même si elle fait étrange parce qu'elle fait un peu hors ton par rapport au film, mine de rien, c'est vrai que c'est le microcosme de Brooklyn qu'on te montre, et que je trouve que c'est l'un des rares films qui a été tourné pour moitié à Brooklyn et pour moitié à Los Angeles pour des questions de coût, où ça se voit pas trop. Pas que des questions de coût, apparemment, en fait. Alors, le truc, c'est que ça se voit pas, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que, en fait, ça a été fait assez intelligemment parce que, comment dire... j'imagine que c'est surtout dans les intérieurs qu'ils ont tourné à Los Angeles ou par exemple dans certains entrepôts ou justement dans des extérieurs d'entrepôts où là ça se ressemble un peu partout dans les villes américaines quoi. Mais c'est aussi parce qu'en fait il y allait avoir une grève des comédiens du Yatsé à New York qui fait que en fait en gros ils pouvaient pas en fait rester sur place. Et par les lois syndicales américaines, en gros le studio avait dit on va rapatrier toute l'équipe à Los Angeles pour finir le film à ce moment-là. Le film a été fait très très vite. C'est un film qui a été tourné à l'automne 90 pour sortir au printemps 91 aux États-Unis quoi. Et apparemment en fait dans tout ce que tu pointes du doigt en fait dans ce fonctionnement-là, c'est un film qui a été un petit peu remonté. C'est quand même, encore une fois, c'est un film qui va à l'os. Il fait 1h30, quoi. Tu vois, 90 minutes, quoi. Bien concentré sur Steven, puisqu'apparemment, c'est ce qui a été demandé par Steven. C'est pour ça que je parle d'ego trip aussi, quoi. Il y a pas mal de scènes, en fait, justement, avec Richie, qui ont été coupées à la demande de Steven, parce qu'il a le sentiment que William Forsythe était en train de lui voler un petit peu la vedette, quoi. Tu vois, ce qui est pas tout à fait faux, parce que, encore une fois, c'est une performance... encore une fois, une performance... Alors, quand je dis full cocaïne, en fait, il était en train de tourner un autre film au même moment, un autre classique, un autre chef-d'œuvre, dont il faudra qu'on parle un jour dans Stéroïde, qui s'appelle Stone Cold. Que je n'ai jamais vu. Voilà, et tu devrais le regarder. Tu me l'as souvent dit. Voilà, tu vois, avec Brian Bosworth, qui est un film mais complètement full retard quoi, tu vois, vraiment c'est complètement taré comme truc quoi. Brian Bosworth et Lance Henriksen, grand acteur. Je veux dire, grande gueule du cinéma. On refuse jamais un film avec Lance Henriksen, tu vois. Enfin, il en a un peu. Il a fait des merdes, mais on en fait. Mais malgré tout, en fait, quand il apparaît, t'es content. C'est pas lui le problème, en général, tu vois. C'est même lui la solution. Tu fais, oh putain, c'est cool, il y a au moins Lance Henriksen. Le film autour de lui, en fait, c'était mieux. Ah, mais je vais le regarder jusqu'au bout, alors, s'il y a Lance Henriksen et William Forsythe qui est dans un rôle de biker comme ça, en fait, pareil, complètement pété à la cocaïne. Et je pense, en fait, comme ils tournaient à peu près les deux en même temps, bon. Tu subodores que tu supputes qu'il soit possible, qu'il soit envisageable que il ait pris quelques substances vaguement illicites. Ah bah c'est pas moi qui le dis, c'est Lance Henriksen. D'accord. Il disait, vous avez vu sa performance, il est un petit peu, voilà, il faut dire que sur le plateau, voilà, tu vois, donc tu passes un petit peu les termes comme ça, mais en fait, en gros, il le dit à demi-mot, quoi. C'est vrai qu'il livre une performance qui est assez hallucinée, d'ailleurs, je crois qu'il a dit que c'était une de ses performances préférées. Ouais, il est fat, tu vois, il a pris du poids et tout pour le rôle, il est dégueulasse, enfin, tu vois, je veux dire, il a des dents, il a les dents du bonheur, c'est vraiment, il est super, il est malsain comme c'est pas permis, quoi. Mais c'est le bon terme, en fait, mais c'est là aussi que c'est efficace, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... Ah oui, complètement. Il est tellement malsain, il va tellement loin que on finit par en arriver au stade où tu fais, ouais, mais en fait, c'est un gars, comment on se débarrasse d'un gars comme ça? Donc la réponse de Steven... relativement direct, on lui tire une balle dans la gueule. Non. Ça, parce que je veux pas spoiler la fin. Ah, on va la spoiler à la fin du podcast. Non, parce que c'est quand même assez incroyable comment il le défonce, quoi. Voilà, mais globalement, oui, la performance, elle est habitée, comme on dit quand on parle d'habitude de Matthew McConaughey, mais là, on parle de William Forsythe, tu vois. Mais Matthew McConaughey, c'est un blobit à côté de William Forsythe. Il aurait jamais joué ce rôle-là. Ça va pas ou quoi? Non. Je peux pas te laisser insulter William Forsythe comme ça en le traitant de Matthew McConaughey. Non, c'est William Forsythe. Je me suis moqué de tous les gens qui disaient qu'il était habité. Là, ça, c'est du méthode acting, quoi. Le mec, il est défoncé. Donc le mec, en fait, il défonce tout le monde sur son passage. Donc forcément, on envoie Steven. Alors après, donc le film se déroule très, très finalement naturellement, quoi. C'est-à-dire que en gros, Steven, il prend sa bagnole, il court un petit peu à droite à gauche. Il y a des petites affréteries
écrit genre il y a un gros con qui jette un sac, comment t'appelles ça, avec un petit chiot dedans. Steven fait putain si je te retrouve. Je te pète la gueule. Je te pète la gueule. Il va le retrouver à la fin, il va lui péter la gueule, mais on va en parler après. Tu dis quand même une sous-intrigue entière sur un chien, c'était pas forcément obligé non plus, tu vois. Non, mais ce qui est drôle en fait, mais ça c'est des trucs de, tu sais, c'est comme en fait quand tu regardais L'Expert avec Stallone et que les mecs en fait ils se sont mis en 4 pour tourner une scène dans le bus parce qu'il n'y avait pas assez d'action. Parce qu'il n'y avait pas assez d'action et puis parce qu'il n'était pas assez héroïque. Voilà, et du coup en fait c'est la même logique quoi. Mais là justement quand tu parlais juste avant du fait que le film, donc il y a 2 monteurs au générique. Mais quand vous regardez le générique de fin, il y a un monteur additionnel qui est Michael Elliott, et c'est lui visiblement qui a fait le remontage. Michael Elliott qui est également le monteur qui a remonté aussi dans Les Griffes du Dragon Rouge. Donc en termes de je te coupe le film jusqu'à l'os, voire au-delà, il sait faire. Et ce qui est intéressant, c'est que il sait faire. Le problème, c'est que en fait, quand vous reviendrez sur notre épisode dans Les Griffes du Dragon Rouge, hein, il a enlevé le scénario. Voilà, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand il a fallu le pitcher, on a fait merde, ça parle de quoi? Donc on en est là. Là, il a pas enlevé le scénario. Là, il a pas enlevé le scénario, mais tu vois, il se dit, il fait 2 montages musicaux dans le film où visiblement il y a des dialogues que tu n'entends plus pour resserrer encore le rythme. Mais par contre, il va garder toute la sous-intrigue de Coraggio, le fameux chien de Steven Seagal. Oui, mais cette scène, en fait, là où c'est bien fait, en fait, ces petits montages-là, c'est que mine de rien, déjà, en fait, c'est des montages sur ce qui se passe en fait dans la rue. C'est aussi en fait qu'ils te remettent des personnages que Steven a déjà visités. C'est-à-dire, il est déjà allé rendre visite à, tu vois, des mafieux, des mecs comme ça, et du coup, en fait, tu peux supputer que les dialogues sont plus ou moins une répétition de ce qui s'est dit au préalable. En tout cas, les enjeux sont assez clairs et c'est assez précis en fait de savoir qui sont les gars, quoi. Tu comprends les enjeux, je cherche à savoir où est Richie et je tourne en rond dans le quartier jusqu'à ce que quelqu'un l'ait vu quelque part. Donc je le comprends alors qu'il n'y a pas de dialogue. Voilà. Et donc on en arrive à la première fois où il lui court derrière, il le trouve et il rentre, si je dis pas de bêtises, dans une boucherie. Oui, alors est-ce que c'est la première fois Non, il y a la poursuite en voiture, je crois. Ah oui, il y a la poursuite en voiture, mais c'est la fin de la poursuite en voiture. Poursuite en voiture, pas terrible, faut être honnête. Moi, je la trouve assez sympa. Bon, c'est moi, bon, bref. J'ai l'impression pour que tu aimes une poursuite, il faut que ce soit Matrix Reloaded, quoi. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que en fait, je la trouve un petit peu, tu vois, en gros, le truc de malade, c'est que t'as Steven qui est au volant de sa bagnole, voilà, et puis qui se tape 15 Dodan ou je sais pas quoi. Les Dodan, c'est vrai que c'était assez original comme idée, et puis moi, je trouve que la poursuite est un plaisir simple. Il suffit qu'une voiture fasse un travers sur la route et que ce soit joliment filmé, moi je suis content, hein. Un beau sans aller jusqu'à Matrix Reloaded, c'est pas French Connection, quoi, tu vois. Donc ça d'accord, c'est pas French Connection. Mais le truc, en fait, ce que je veux dire, c'est que donc c'est une petite péripétie supplémentaire, qui pour moi, en fait, si tu veux, n'est pas au niveau de ce qui va suivre, tu vois. C'est-à-dire, en fait, quand même, ce moment absolument incroyable, parce qu'on a beaucoup parlé de Steven, tu vois, comment dire, le casseur de bras. Tu vois, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait vraiment que ça soit sur son épitaphe, tu vois, en fait. Il cassa des bras, tu vois, voilà. On a beaucoup parlé du casseur de bras, en fait, comment dire, Steven Seagal dans Désigné pour mourir, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est quand même assez beau ce qu'il fait dans le film, quoi. Tous ces rastas qui se font péter les trucs en 15 épisodes, quoi. Et là, en fait, il élève un tout petit peu le niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il rentre, t'as un mec avec un hachoir qui va pour lui, pour lui mettre un coup de hachoir dans la gueule. Steven lui fait juste une espèce, à la Steven, quoi, tu sais, c'est-à-dire il lui fait juste une espèce de petite prise comme ça, genre défensive, tu vois, parce que c'est l'aïkido, tu vois. Et là, le mec, il se retrouve avec son hachoir dans le genou. Déjà, ça, c'est incroyable, tu fais, putain, c'est dégueulasse, tu vois. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a un autre qui arrive avec un saucisson, il lui attrape le saucisson, il lui pète la gueule avec, il reprend le hachoir du genou du mec qui était en train de juste d'agoniser, tu vois, pour le mettre dans la main d'un autre gars, tu vois, enfin, c'est la fête, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est la fête, même si je dois avouer que malheureusement, quand tu lui met le truc dans le genou, c'est assez bien monté, etc. Mais ensuite, il fait un plan large et tu vois clairement que le type est en train de tenir la lame à côté de sa cuisse et ça casse un peu l'effet. Mais sinon, c'est vrai que... Attends, tu serais pas en train de faire du cigaloceptisme, là? Ouais. Non, parce que le truc, c'est qu'en fait, il lui a défoncé le genou avec un hachoir. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu vois, c'est quand même incroyable, quoi. Bah, pas voir le cascadeur. Tout en prenant un accent de Brooklyn. Parce qu'il y a aussi ça, il faut le dire, tu vois. C'est il parle comme ça, c'est comme s'il était en Drew Dice Clay, quoi. Il fait son Rital, il fait son mec de Brooklyn. C'est incroyable. Et il y a une anecdote où t'as Steven qui va voir William Forsythe, qui est donc né à Brooklyn, et il lui dit faudrait que tu travailles un peu ton accent de Brooklyn. Et là, William Forsythe lui fait non,
Toi, faut que tu le bosses. Et il lui a pété la gueule. Parce que c'est ça aussi, Steven, c'est il pète la gueule à tout le monde. Tu vois. Je veux dire, juste sur les plateaux, tu vois, il les tient en respect. Tu vois, il y a quand même. Alors, par exemple, il y avait cette anecdote sur, comment dire, John Leguizamo sur Ultime décision. Ultime Décision, merci, dont on a fait un podcast avec Rafik. À l'époque, on savait pas qu'on allait lancer la geste. Tu vois, voilà, quoi. Donc, on avait pris un petit peu d'avance. En même temps, ça va C'est pas parce que vraiment un Steven. c'est pas vraiment un Steven, mais c'est un peu un Steven quand même. Et pourquoi je cite John Leguizamo ? Parce qu'il apparaît aussi là-dedans. Dans justement un des fameux montages dont tu parlais, où il est expédié en 2 secondes par William Forsythe, quoi. Tu vois. Donc voilà. Donc en fait, on le sait que Steven, on lui parle pas comme ça. Donc à mon avis, William Forsythe, il le dit pas, mais il a pris cher, quoi. Tu vois. Il a été dit dans plusieurs trucs que j'ai pu lire que globalement, dans la scène finale, il a, à un moment, sans faire exprès, il l'a envoyé un peu violemment contre un mur et le nez s'est mis à saigner quand même. Donc, Bon, la scène finale aussi, c'est complètement hallucinant, quoi, tu vois. Mais donc, en fait, cette scène qui est quand même, je trouve, assez formidable, quoi, oui. tu vois, où, comment dire, je veux dire, on lui fout un salami énorme comme ça, là, un salami italien énorme, quoi, il le prend, il pète la gueule des mecs avec, c'est incroyable. Deuxième scène. Tu vois, un peu plus tard, parce qu'on va passer sur les moments où il se la joue par un deux, là, justement, tu sais, où il se pose avec les Italiens, et il fait subito, comme ça, tu sais, en faisant genre. Non, mais c'est parce qu'en fait, il fait genre sur Marlon Brando, mais enfin bon, voilà, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ça pourrait être le Marlon Brando de la série Z, Steven, hein, clairement, tu vois, mais parce qu'en plus, il a tout, quoi, il a le gabarit, tout, quoi, tu vois. Mais à l'époque. Il manque d'avoir un singe habillé comme lui qui joue du piano. Et là, ce serait ça, ouais, ça aurait été. Oh putain, mais franchement, ça aurait été incroyable, quoi. Et comme dans l'île Docteur Moreau, quoi. Ah. Bon, c'est pas un singe, hein. C'est un humain dans le. Ah merde, pardon. Ouais, attention quand même, quoi. J'ai très peu de souvenirs de ce film-là. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Ah non, si, c'est un Lilliputien. Ah pardon. Bref. Genre des problèmes. Bah oui, c'était Nelson de la Rosa, je crois. Enfin bref, bon. Ouais, ce n'est pas un podcast sur l'île Docteur Moreau. Mais donc t'as comment dire toutes ces scènes là où il parle en italien, où il fait le mec dans des restaurants, dans des arrières boutiques de restaurants calfeutrés, tout ça, etc., avec des mafieux en costard cravate et lui qui arrive avec son jean noir et sa veste un peu large pour un peu cacher qu'il commence à prendre de l'embonpoint. Mais enfin bon, c'était avant qu'il découvre les vestes en croco, donc on était encore bien. Hein. C'est vrai qu'il était sobre. Parce que dans Désigné pour mourir, il avait commencé en fait et je pense que Johnny le film lui a dit non. Tu vas pas mettre des vestes comme ça à Brooklyn. On va s'habiller normalement en fait. Ouais, voilà, à Brooklyn non. Par contre, ils auraient dû dire ça aussi aux autres cascadeurs parce qu'ils sont tous en survêt pourri des années 90 là. Et ils se font tous fumer en survêt pourri et c'est pas une bonne manière de mourir. Tu as pas envie de mourir en survêt pourri, quoi, tu vois. Donc bref, tu sais, genre bleu fluo, vert fluo, enfin des trucs dégueulasses comme ça, quoi. Donc passons sur toutes ces scènes d'acting, de drama, tu vois, etc. Mais bon, qui ont leur intérêt dans le film, hein, mais qui, bon, enfin, je veux dire. Qui participent à l'ambiance du film, mais c'est pas voilà, pour ça que t'es là. Mais après, voilà, Steven, c'est pas pour ça que t'es là, si, c'est un peu là pour ça aussi, parce qu'à la fin, c'est ce que tu découvres avec le film, quoi. Mais ça participe encore une fois, de tout ce qui est défini dans la citation d'ouverture, quoi. Quand Steven, tu vois, ne fout pas un peu la scène en l'air, parce que faut quand même reconnaître que, tu vois. Ouais, c'est pas Laurence Olivier, quoi. Donc, voilà. C'est moi qui suis cigalo-sceptique. Bah. Ah bah voilà, c'est tout. Hein, Là, comme tu viens de le raconter avec William Forsythe, c'est vrai, tu vois, il fallait qu'il travaille un petit peu son accent. Tu sais, il est comme ça, tu sais, il est un peu, voilà, il est pas terrible, quoi. On l'engagerait pas dans un Spike Lee, quoi, c'est ça que je veux dire, tu vois. Non, mais pour jouer l'italo-américain, tu vois. Mais le truc, c'est que d'un côté, tu m'aurais dit il y a quelques années, on va prendre John Turturro dans un Transformer, je t'aurais dit non. Donc tout est possible dans la vie, tu sais. C'est vrai, mais alors en plus, c'est pour montrer son fiac en string et tout, voilà, ça valait le coup, quoi. Tu vois, donc voilà, quoi. Non, moi, donc on en arrive à cette scène absolument incroyable où il descend. Dans la scène, je dirais, moi. Ouais. La scène finale elle est quand même assez vénère. Mais cette scène-là, elle est incroyable. Donc c'est une scène où il arrive et il cherche Richie. Et il arrive dans le bar de frère de Richie. Et il lui dit qui a vu Richie, quoi. Et les gens en fait ferment leur gueule, tu vois, parce que c'est pas des poucaves. Toi, ils balancent pas. Et donc en fait, si tu veux, ils balancent pas Richie.
Et il y en a un qui a 5 phrases de dialogue, mais il dit 5 fois la même chose. Ouais, sans ton flingue et ton badge, tu serais pas pareil, tu vois. Ça, c'est pour citer les Incorruptibles. Voilà. Tu vois, c'est pour citer De Niro, tu vois. Donc, je te dis, c'est le parrain de. Voilà. Et c'est le parrain de Steven, le film, quoi. Le parrain 2. Et t'as Steven, en fait, qui commence à toiser tout le monde. Alors, ce mec-là, par exemple, il dit ça, c'est ta bonne femme, ça. Et puis il se fout de sa gueule parce que la meuf, elle est moche, tu vois. C'est ça dans la tête de Steven, tu vois. Parce que Steven, il a des belles femmes. Tu vois. Donc voilà, tu vois. Donc en fait, il fait tout un trip de gros macho, tu vois. Pas tenté comme ça, tu vois. Et en fait, en gros, il commence à doucement, tranquillement, tu vois, tel un joueur d'échecs stratège, tu vois, placer, tu vois, son aura masculine, tu vois, absolue, tu vois, pour péter la gueule absolument à tout le monde dans cette scène pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, il les toise, il se retrouve derrière le bar. Apparemment, le barman, c'est un espèce de, comment t'appelles ça, un ancien boxeur et tout. Il lui dit, c'est à toi tous ces trophées là, etc. T'as le mec qui fait, ouais, tu te défends, ouais, ça va et tout. Vas-y, montre-moi. Le mec, il va pour lui mettre un crochet, paf, il l'étale par terre, tu vois. Donc, premier gros truc dans la tronche. Les mecs, à un moment donné. Il n'y a pas eu le mec dans la cabine téléphonique avant celui qui va faire son retour. Ouais, et il le remet après d'ailleurs. Ça, c'est très drôle. C'est un petit truc génial. Moi, je trouve dans le film, c'est le côté, vas-y, retourne là-bas, toi. Trou du cul, quoi. Voilà, quoi. Et t'as Steven, donc, il se retrouve à prendre enfin, parce que les mecs lui envoient, je crois comment il l'appelle, Styx. Ouais. Danilo Santo là, tu sais, qui combattait avec Bruce Lee, quoi, tu vois, qui se retrouve à échanger des échanges. Enfin, c'est un échange de, comment t'appelles ça, de coups de bâton, de queue de billard, quoi. Voilà. Deux, quoi, en gros. Voilà. Et en fait, il se commence à se taper la gueule dessus. Il joue avec parce que dans toute la scène d'interrogation, il joue avec une boule de billard. Il la fout dans un mouchoir là, et en fait, il pète la gueule des mecs avec ça, quoi. Quand j'ai vu ce film-là pour la première fois, je crois que c'est bon, j'étais déjà dans le film depuis longtemps, hein, ouais. Mais je crois que c'est le moment où j'ai eu avec le meurtre gratuit de la nana. Ouais. C'est le moment où j'ai eu un mouvement de recul. Genre, là, mais comment c'est brutal, parce qu'effectivement, c'est tout bête. Hein, tu prends une boule de billard, tu la mets dans un chiffon et tu l'envoies à pleine bourre dans les dents de quelqu'un. Ouais, la réaction que tu vois dans le film, c'est la bonne. C'est ça le truc. C'est le mec qui ramasse ses dents littéralement. Voilà, c'est comme le mec dans la cabine téléphonique 2 fois. Tu vois, c'est-à-dire en fait, il lui pète les dents contre le truc. Voilà, enfin, c'est là qu'on arrive au sadisme sigalien, quoi. C'est le moment où vraiment on montre que quand il se tape avec des gens, alors que le principe de l'aïkido c'est de se défendre. Non, il leur pète la gueule. Il défend rien du tout. Tu sais, il les défonce, quoi. Et alors moi, ce que j'adore avec cette scène, tu vois, c'est parce qu'on a beaucoup parlé. Alors encore une fois, je résume. Hein. On a fait un épisode sur Nico. Toi et moi en stéroïdes. On a sauté, Échec est mort, puisqu'on avait fait une vidéo. Enfin, vous l'avez fait, Yannick et toi, en stéroïdes. Voilà, on l'avait fait en stéroïdes avec Yannick, avec Cédric Fontana au montage, avec ce bon Baptiste à la voix et tout. Et en fait, du coup, on avait repris après sur Désigné pour mourir. Voilà, et maintenant, on en est à Justice sauvage, quoi. Et je sais plus où j'allais avec cette anecdote, mais en fait, je ne peux pas t'aider parce que je ne sais pas non plus. Voilà, mais en fait, il y a tout. Oui, il y avait cet appel de pied. En fait, on en parlait dans Échec et mort. Il y avait cet appel de pied aux Oscars où il arrêtait pas de dire, tu vois, genre en gros, c'est notre gros coup, on va gagner un Oscar. Ah, putain, je suis en train de rater les Oscars ce soir. Tu sais, d'un air de dire. Je suis là, alors les Oscars, je suis là. Bon, quand je même, suis prêt. Voilà. Et donc là, ça se termine sur un plan où il y a écrit Broadway en gros. Tu vois, et lui il marche devant comme ça, si tu veux, le plan il dure super longtemps, tu vois, comme un appel de pied, tu vois, probablement à se faire inviter pour, je sais pas, jouer dans Cats ou je ne sais quel. Dans Mort d'un commis voyageur, puisque ça commence par exactement, voilà, tu vois, donc en fait c'est quand même, et c'est là où tu te dis putain, mais le melon, le melon il est là, tu vois, mais en même temps, le melon de Steven, je pense qu'il l'a eu avant même d'être connu, mais faut rappeler, parce qu'on parle souvent de Steven Seagal, du fait que ses films n'ont pas très bien marché en France, alors que, sauf en vidéo, ils ont cartonné, et qui marchaient aux États-Unis, mais c'est bien de remettre en place à quel point il marchait. C'est-à-dire que un film comme Justice sauvage, c'est 14 millions de budget, ce qui est plutôt beaucoup à l'époque. C'est 40 de recettes aux États-Unis seulement, ce qui est déjà une affaire bien rentable, mais surtout, ce dont il faut se rendre compte, c'est son 3e film d'affilée qui est premier au box-office quand il sort. C'était ça, Steven Seagal, c'était que ces films, le week-end de leur sortie, ils étaient premiers au box-office, et c'est une tradition qu'il maintiendra pendant encore 2 films, jusqu'à Citizen Kane, inclus. Terrain miné sera aussi premier au box-office, après ça c'est compliqué. Mais à ce moment-là, Steven Seagal, c'était à chaque fois... Même Under Siege 2, il était pas premier ? Non, justement, Under Siege, c'était le début de la fin, puisque c'était le film qui était fait pour se remettre de l'échec...
supposément artistique de terrain miné, n'importe quoi. Et ça a pas très bien marché en effet, puisque justement les gens commençaient visiblement à se lasser un petit peu de la formule Steven. Bah, c'est-à-dire, je veux dire, le mec, il a une note, quoi. Il casse des bras, quoi. Ouais, mais il le fait tellement bien. C'est vrai. Mais moi, je vois pas le problème. Non, mais moi, je suis d'accord. Mais il a une note, c'est pas vrai. Il casse des bras, il sauve la banquise. Il casse des bras, il salope les blousons des gens dans les trains. Il casse des bras et il les tue avec une carte bancaire. Et le mec, il est capable de jouer à la fois un Italo-américain et un Inuit. Et oui. C'est quand même range. Bah voilà, Broadway, acting, Oscar, tout ça. Broadway, appelez-moi. Tu vois, je suis disponible. C'était ça, ce plan disait ça, tu vois. Il y a quand même un truc aussi, c'est qu'il y a des petits seconds couteaux. On en a parlé un petit peu évidemment avec William Forsythe, mais il y a Jerry Orbach. Il y a avec le recul. Et d'ailleurs, cette scène, elle est absolument géniale. C'est qu'il va voir les parents de Richie et il leur dit. Bon, votre fils, je vais le tuer, en fait. Je vais le buter, votre fils. De toute façon, il le sait, il va mourir, en fait. Et comment dire. Mais comme c'est Steven et que c'est un homme. Il regrette un peu après. Ouais, il est sombre et compliqué, tu vois. Comme au début de Désigné pour mourir, quand il a défoncé une pute avec comment dire, en vidant son chargeur totalement, il va se confesser derrière pour dire c'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas cool, tu vois. Et comment dire, et donc ouais, là il y a un peu la même chose, sauf que l'acteur qui joue le père de comment dire de Richie, Dominique Chianese, bah, c'est comment dire, qui est toujours vivant, hein, à 93 ans au moment où on enregistre. C'est Junior dans Les Sopranos. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est quand même incroyable. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il me rappelle quelqu'un, je l'avais pas remis. Bah ouais, c'est Junior dans Les Sopranos, quoi. C'est l'oncle un peu ordure quand même, hein, tu vois, de Tony Soprano, quoi. Super acteur, hein. Bon là évidemment il a pas grand chose à jouer, mais tu vois, il joue le père italien, tu vois, l'immigré italien qui a subi, quoi. Il a pas grand chose à jouer, mais il le porte super bien, je trouve. Ouais, bien sûr. Il réussit à rendre son rôle bien dans les clous. Alors, j'irai pas jusqu'à dire émouvant, on va pas se fâcher, mais en tout cas, plutôt bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, il apporte aussi, comme tous les gens qui viennent du quartier, en fait, il apporte une crédibilité au projet, en fait. C'est-à-dire, en fait, à l'idée que ça se passe là-bas, que ça se tourne là-bas, que les acteurs sont du cru, etc., tu vois. T'as aussi, une petite apparition, enfin, justement, qui joue sa fille, la sœur de Richie, de Gina Gershon. Gina Gershon, qui était encore toute jeunette à l'époque. Jeunette, et juste après, enfin, c'était quelques temps après Double Détente et bien avant Bound et Showgirls, quoi. Donc voilà, mais c'est toujours agréable de la voir apparaître, quoi. Moi je trouve que c'est une super actrice, donc voilà, quoi. Moi je trouve que c'est pas la seule bonne actrice de ce film, puisque c'est la première apparition aussi au cinéma, même si elle a fait très peu d'apparitions au cinéma, de Juliana Margulies, qui est devenue une actrice de série télé essentiellement, mais qui est une actrice que je trouve formidable. Qui d'ailleurs a raconté aussi que tout son amour pour Steven. Bah, c'est pas que ça, c'est qu'apparemment il a quand même eu un gros comportement de gros dégueulasse. Ce qui est quand même assez d'ailleurs dingue, c'est que en fait il a une scène avec elle. Où ils échangent rien du tout. Ils parlent même pas, tu vois. Non, il n'y a pas un mot, il y a juste un regard. Ouais, voilà. Donc tu te dis, il a quand même le temps de jouer le gros dégueulasse sur le plateau et tout, quoi. Mais ça, c'est encore la mythologie Steven, tu vois, dans les coulisses, quoi. Ça fait partie tu vois, de la persona générale, quoi, de gros pervers narcissique, en vrai, parce que je pense que c'est quand même un peu difficile de dire que c'est autre chose que ça, Steven, en vrai, dans la vie, quoi. C'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on sort de Steven, la figure de cinéma, ça devient tellement compliqué. Ah bah c'est plus que compliqué, ouais. Bon, voilà. Et en même temps tellement simple parfois, tu vois, oui, parce que bon, voilà, quoi, tu vois. Mais bon. Continuons sur le cinéma, tu vois, ne ternissons pas, comment dire... Ne ternissons pas la geste. Non mais voilà, surtout pour raconter cette anecdote magnifique, tu vois, de The Plateau. De Gene Lebel, je sais. Ah bah ouais, mais ça, moi j'adore cette anecdote. Et en plus, t'as deux versions de cette anecdote. Moi j'ai tendance à aller vers la version un peu dégueulasse. Moi j'ai envie de te dire, il n'y a pas deux versions. Il y a la vérité, dite évidemment par Steven, et il y a les rumeurs. Voilà, donc alors... Raconte-nous les rumeurs, Julien Charpentier. Alors, sur le plateau, donc, Steven, toujours infatué et très légèrement amoureux de lui-même, disant « je suis invulnérable », dit « grâce à l'aïkido, personne ne peut m'endormir juste en me serrant à la gorge ». Donc là, t'as un des cascadeurs qui arrive, Gene Lebel, qui fait... 62 ans, hein. 62. À l'époque, parce que depuis, monsieur nous a quittés. Ouais. Et donc, il dit, chiche. Donc, version Gene Lebel, lui a simplement dit, oui, il s'est passé quelque chose en plateau, il y avait 30 témoins, demandez aux témoins, moi, je dis rien.
Sauf que les 30 témoins, ils reviennent avec une très bonne anecdote, que comme quoi, en fait, donc il l'a étranglé, il l'a tenu en respect, que Steven s'est endormi, tu vois, enfin, il a été, comment dire... Il s'est plus qu'endormi. Ouais, voilà, et il s'est chié dessus, ce qui est quand même, moi j'adore, c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est qu'apparemment, il s'est oublié, tu vois. Voilà. Donc, voilà. T'aurais pu le dire comme ça dès voilà, la première il s'est fois. souillé. Hein, voilà, Non, mais parce que c'est pour être, tu vois, si tu dis il s'est oublié, il s'est souillé, les gens vont, tu vois, au moins dégueulasse. Mhm. Mais faut aller au plus dégueulasse, tu vois, parce qu'en D'accord, fait, il faut quand même dire que apparemment il s'est pissé, chié dessus. Et donc, Et ça... j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est que dans toute cette rigueur, toute cette constante, tu vois, comment dire, masculinité déviante que Steven représente, tu vois, j'aime bien me dire, ah, bah, tu n'es qu'un humain, Steven. Et donc, Steven a bien entendu dit que c'était n'importe quoi. Bah évidemment, mais tu vois. Dans des mots à peu près aussi élégants que l'anecdote elle-même, hein, cette espèce de salopard, de fils de pute, de menteur, si je le recrois, je lui pète la gueule, enfin à peu près, hein, Ouais. je sais pas du verbatim, et il a apporté un témoin pour dire voilà la preuve que c'est n'importe quoi. Lui-même. Non. Non, son assistant. Ah bon, ah ouais, Donc, d'accord, ouais. un gars qui est pas du tout lié au fait que s'il dit de la merde de Steven, il risque de plus avoir de boulot. Le Quoi. bras Voilà, aussi, quoi. c'est- Ouais. Et mais l'assistant a dit oui. Alors bon, moi je suis l'homme le plus honnête du monde, d'où le fait que c'est la vérité, c'est évident. C'est qu'il a bel et bien pris Steven Seagal pour le serrer, sauf que Steven, vif grâce à l'aïkido, Tel un Lui a- saumon agile. qui a un tel insomme agile, lui a fait une prise et l'a fait tomber. Ouais. Et Gene Lebel, cascadeur émérite, une fois qu'il était par terre, a fait une balayette à Steven et il est tombé aussi. Et cette version tendrait donc à dire que Steven n'est pas invulnérable, mais qu'il avait raison. L'aïkido lui a permis de ne pas être étouffé. Ça me semble être une vérité. À mon Inéluctable. avis, il y a un film dossier à faire sur cette histoire, sur ce truc-là, à la JFK, tu vois. On va reprendre tous les trucs, tous les termes, on va Comme chercher. la balle magique. Tu vois, voilà. Tu vois, pour démontrer, tu vois, à la fin, en fait, si tu veux, messieurs et mesdames, les membres du jury. Mais moi je veux bien, mais Voilà, il faut qu'on mais ait Kevin Steven Costner s'est dans le chié rôle du dessus. procureur. Voilà. Dans le rôle du Non, mais procureur. faut analyser ça. En tout cas, je sais qu'en fait, on continue à parler de cette anecdote, alors nous-mêmes ici, mais en fait, en gros, t'as pas mal de gens du métier, en fait, et du sport et tout ça, etc., qui posent des questions aux gens qui sont plus ou moins, comment dire, connectés à Gene Lebel, quoi, notamment Ronda Rousey. Qui elle dit bah oui évidemment que c'est arrivé, évidemment que c'est chié dessus, et d'ailleurs si il disait du mal de Gene Lebel, j'irais lui péter la gueule pour qu'il se chie dessus une deuxième fois. Et moi j'aime bien en fait cette comment dire témérité. Je répondrai à Ronda deux choses. Ouais, Parce qu'elle est pas là, parce que sinon je pense qu'elle peut largement me péter la gueule. ouais, mais ça c'est sûr. Mais là, elle est pas là, je peux y aller. Petit 1, Ronda, tu n'étais pas là. Donc tu ne sais pas, tu n'as que la parole des gens qui étaient présents. Ensuite, tu veux péter la gueule d'un vieillard. Bravo, Ronda. Bah, vieillard obèse, parce que bon, c'est Steven, il a 70 ans maintenant, et effectivement, il pèse. Il pèse son poids. Voilà. Voire il pèse Donc, mon poids. Mais il pèse donc, lourd. voilà, c'est. Dans le game. Mais le truc, c'est que donc voilà, non mais je ne facilite pas Ronda. moi je trouve que c'est une super anecdote parce que je te dis encore une fois, derrière toute cette, tu vois, toute cette rigueur, toute cette tu vois, façade comme ça de justice, comment dire, enfin absolument, tu vois, bon personnel, hein, mais quand même, tu vois, Sauvage. voilà. Non, puis aussi comment dire. Enfin, tu vois, je veux dire, le mec, il a une rigueur morale, il l'a dit au début, tu vois. On ne jette pas les chiens, tu vois, dans des sacs poubelles. Donc voilà, on tabasse pas les prostituées dans la rue, tu vois. Donc voilà quoi. Donc enfin, pourquoi est-ce que tu veux, il se serait chié dessus. Donc moi j'aime bien le côté un peu sale de l'anecdote. Voilà, ça et me en plaît. plus, anecdote qui est en soi, qu'elle soit vraie, fausse, de toute façon on ne dévoilera jamais le vrai du faux, sauf dans notre enquête. Mais ce qui est clair, c'est que vu que globalement Steven est un mufle, un gros con, que sur les tournages personne peut le piffrer, je pense que dès qu'il se passe un truc, que ce soit petit ou gros, de toute façon ça enfle pour l'enfoncer, hein, c'est une évidence. Et c'est pas comme s'il le méritait pas, hein, donc. Non, et puis voilà, il y a suffisamment de comment dire, il y a suffisamment de de fumée pour savoir que ça se fait pas sans feu, quoi. Tu vois, avec Steven, quoi. Mais bon, revenons au cinéma, revenons à ce qui nous intéresse, et nous avançons gentiment vers la fin du film, où comment dire, il y a un moment où il va acheter les hommes de Richie, la mafia, patati patata, en fait, se mettent contre Steven, quoi, tu vois. Et donc, t'as quand même une scène où il se rabiboche avec sa femme. Et t'as quand même tout un tas de connards, en fait, en jogging, qui viennent, comment dire, le fumer, et il les défonce.
Ça va, déjà dans les Sopranos, ils sont aussi en jogging, donc arrête de juger le jogging. Ouais, non, mais d'accord. Et ensuite, c'est vrai que. Mais tu veux pas, mais dans les Sopranos, ils veulent pas mourir en jogging. Ouais, on revient à l'humanité de Steven, parce que Steven, alors qu'il vient de démastiquer des gens à la boule de billard, il va acheter des croquettes pour le chien, et ensuite, parce qu'il faudrait pas qu'il soit affamé, et il va voir sa dame pour lui dire, mais en fait, t'as pas envie qu'on se sépare. Et madame, elle lui dit, mais évidemment, tu es Steven, je n'ai pas envie de divorcer. Voilà. Et là, c'est surtout qu'elle l'entend parler, en fait, elle est émue par une histoire que Steven raconte sur son père. Ouais. Tu vois. Et Steven, encore une fois, qui raconte comment il était honteux d'avoir, Broadway, d'avoir Oscar. Voilà, non mais c'est ça. Et donc la meuf, en fait, c'est son premier public. La meuf, elle est là, elle le regarde avec des yeux enamourés. Elle fait, mais pourquoi on divorce? Tu vois, Voilà. Steven et tout. Tu vois. Et là, les jogging arrivent et Steven leur pète la gueule. Et il leur pète la gueule. Et surtout, il y a un moment donné, absolument. Alors, ma feu là pour le coup. Ouais, mais c'est super en plus. Tu vois, enfin, la scène, elle est super cool, quoi, parce que c'est encore une fois très sec. C'est-à-dire, en fait. C'est le principe de John Flynn, c'est-à-dire qu'en gros, pas 15 plans pour multiplier les trucs, t'as quelques moments de montage un peu... Mais ça, c'est du montage. Ouais. C'est pas Tekken 3 où il fait 18 cuts pour monter au-dessus d'un grillage, ou Hong Bak où on te fait des ralentis. Ah oui, à la Tekken Stade 3 2, de Besson, tu veux Ouais. dire, de Mégaton, ouais. Mais non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout que, en fait, quand on dit ça, en fait, c'est-à-dire qu'il y a action-réaction dans le même plan. C'est-à-dire, t'as Steven qui est caché dans le couloir de la maison de sa compagne, de sa femme, et en fait, si tu veux, il tient un flingue comme ça, il tire à travers, t'as les balles qui traversent la porte, le mec qui tombe, c'est dans le même plan. Et ça, c'est plutôt cool, en fait, parce que c'est plutôt, comment dire, et c'est surtout, l'angle est le bon. L'angle de caméra est le bon, tu vois, c'est tout va à l'efficacité, en fait, de la scène, quoi. Oui, c'est ça, c'est que C'est bien composé, en fait. quand on dit que John Flynn et Walter Hill sont des gens secs et sans fioriture, c'est malgré tout, ils choisissent quand même le bon plan. Bah oui, ils savent c'est ça, découper, ouais. quoi. Hein. Non, mais c'est ce qui fait. Pour moi, quand tu parlais du fait que t'as c'est presque, comment dire, impossible de discerner à quel moment ça se tourne à New York et à quel moment ça se tourne vraiment à Los Angeles, c'est parce que justement tous les plans de New York sentent New York, sentent en fait Brooklyn, quoi. C'est-à-dire que quand tu t'es baladé là-bas, tu vois, ça ressemble à ça, quoi, clairement, tu vois. Et t'as pas de, tu vois, visuellement, c'est comment dire, il capte l'essence, tu vois. C'est assez joli, enfin c'est élégant, tu vois. Ce qui est quand même, pour un Steven, faut y aller aussi, hein, parce que l'élégance, tu vois, de mise en scène, non mais c'est vrai, moi je trouve qu'il y a de ça, tu vois. Et en même temps, ça vend complètement en fait les moments où effectivement, ce serait peut-être un petit peu plus, tu vois, rafistolé par le fait que il tourne pas au même endroit, quoi. Mais c'est surtout ce que j'aime dans la fin de cette scène, c'est qu'en fait, qu'à un moment donné. Donc le gars vient pour le tuer lui, pour tuer sa femme, etc., et il le balance par la fenêtre comme une merde, tu vois. Le type s'écrase au sol, tu vois. Et Steven, il est pas inquiété. Bah non, tu vois. À partir du il moment avait un badge il avait une voiture banalisée, un fusil à pompe voilà. qui lui a été donné par J.R. Orbach, c'est bon. Ouais. Donc en fait, il est pas du tout inquiété par le truc. Ce qui mène à une espèce d'anomalie dans la scène finale, parce que en fait, donc on en arrive à la scène finale. Où Steven se dit, bon allez, là, c'est bon, là, tu vois, c'est la dernière planque, je vais aller chercher Richie, je vais lui faire bouffer sa merde, tu vois, c'est fini, quoi. Mais pas que Richie, à tous les hommes de Richie. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce moment absolument incroyable où, comment dire, il est avec son fusil à pompe, les mecs sont en train de faire la fiesta chez le personnage de Juliana Margulies, quoi, qui est... Hein ? Erika, merci, qui a été une prostituée qui veut raccrocher et en fait Richie l'en empêche. En même temps, dans cette scène, Richie sait qu'il va mourir, hein, il sait que c'est ses derniers moments, quoi. Et Steven arrive, le retrouve, il y a un de ses hommes de main en fait à Richie qui est posté là, et en fait il sort son fusil, coup de fusil à pompe dans la jambe et la jambe elle déblaye. Incroyable. Putain, la violence du truc et tout. Tu sais, le mec, il lui manque un bout il lui manque carrément, il lui manque le talon, il n'y a plus rien, c'est fini, tu vois, il explose le truc. Comment tu veux, en tant qu'amateur de polar et amateur de films d'action, quand tu vois ce genre de plan, pas faire, mais c'est génial. Ben voilà, c'est magnifique, tu vois. C'est la violence, tu vois. Voilà, c'est important, cathartique, tu vois. C'est cathartique, on peut pas nous reprocher. Ensuite, il attrape par le callback là, un des autres hommes de main, qui est bon, il faut quand même le dire, enfin, à un moment donné, tu vois, le mec, il ressemble à rien, quoi. Tu vois, je veux dire, il a plus de dents parce qu'il s'est pété les dents avec la boule de billard, tu vois. Mais surtout, il ressemble à rien, quoi. Tu vois, je veux dire, on dirait un white suprémaciste dégueulasse, là, tout tatoué, tu vois. Il l'attrape par le callback, et là, il le tue avec un coup de pied. Tu te rappelles, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, il lui met un
kick dans le bide. Le mec, en fait, il déblaye tout le couloir. Il s'éclate la tête contre le truc, il est mort. Bah ouais. Et tu fais, mais c'est incroyable. Là, Steven avait prévenu. Ah là, mais Michael Myers, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Et là, il marche, il traverse le couloir. C'est entre Michael Myers et Godzilla, quoi. Je veux dire, et voilà. Et alors après, bon, là, c'est la fête à Richie, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans cet appartement, c'est que tu sens que c'est un appartement féminin où tout est bien mis en place, tu sais, sur les étagères, sur les tables, tu sais. Je suis sûr que t'as l'impression qu'il y a de la porcelaine et tout ça, etc. Tout ça pour que Steven balance le mec dans le décor et défonce tout. Tu vois. Donc en fait, il envoie Richie dans comment t'appelles ça, dans une étagère. Il envoie Richie sur la table. Il envoie Richie sur le truc. Il lui casse la gueule, il lui casse le bras, il lui casse la jambe, il lui casse tout. Tu vois. Et il le termine. Il y a même un plan. Moi, il y a un plan que j'adore. C'est un plan qui me fait toujours, qui m'éclate toujours. C'est que t'as un plan large de côté où t'as t'as Steven qui enchaîne 4 coups comme ça dans la gueule de William Forsythe. Et le bruitage, il est juste bestial, tu vois. Le plan, il est hyper impressionnant et tout. C'est Steven au top de son stevenisme, là, tu vois, de son ségalisme, tu vois. Et en fait, c'est incroyable, c'est magnifique. Le type, c'est pour ça que c'est Steven, on t'aime, tu vois. C'est pour ça qu'on t'aime, quoi. Tu vois, c'est pour ça que tu t'aimes, c'est pour ça qu'on t'aime, tu vois. Et donc, en fait, il défonce le gars comme ça et il le termine avec un ouvre-bouteille, avec un tire-bouchon, pour être tout à fait exact. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, le mec, il sort un tire-bouchon, il se dit qu'il va téter Steven avec ça. Mais avec Steven, qui peut tuer quelqu'un avec un tire-bouchon, tu vois. Donc, il lui prend le tire-bouchon et il lui pète le... Parce que c'est hyper expéditif, c'est-à-dire qu'il envoie valdinguer dans cet appartement à la géographie assez compliquée, je trouve. Parce que moi, la chambre avec où il n'y a pas de mur, mais il y a un passage sur le côté de la chambre avec un mur en briques rouges derrière, je fais, mais ils ont oublié un bout de décor ou il s'est passé quoi? Mais bon, peu importe. En tout cas, ils se mettent sur la gueule et au moment où il prend le tire-bouchon, tu dis ça va relancer le combat, mais pas du tout, quoi. Ça le termine. Ouais, puis alors, c'est hop, boum, terminé. C'est une des meilleures morts de mise à mort de Steven, pour moi. Il y a ça, moi j'aime beaucoup le doigt dans l'œil de Tommy Lee Jones dans Under Siege, et après il lui met le couteau dans la gueule comme ça. C'est un peu similaire. Bah, Screwface, elle est pas mal aussi. Hein. Oui, mais tu vois, c'est voilà. Et il y a un moment donné, je sais pas si t'as remarqué dans cette scène, il y a un moment donné un peu, je me suis dit, il y a une erreur de montage aussi là-dedans, c'est que Steven il prend une balle dans le buffet. Et tu fais même... Qui a autorisé ça? Steven a accepté, mais de toute façon, vu que ça lui fait pas mal, c'est pas grave. C'est ça, si, parce que si t'appuies dessus un petit peu. Voilà, mais c'est juste pour que Richie ait une chance, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois. Donc Richie fait et l'autre fait non, j'ai pas mal. Tire-bouchon, fin de l'histoire. Dévisser ta tête pour le chier dans le cou. Parce que c'est ce qu'il dit, en fait. Non, mais c'est ce qu'il dit à un moment donné. Il fait essayer la tête pour le pisser dedans ou je sais pas quoi, c'est dans une autre scène. Bref, donc ouais, donc il y avait effectivement une petite erreur de montage comme ça sur le fait qu'il prenne une balle dans le buffet, tu vois, ce qui est pas très réaliste. Voilà, c'est le moment pas réaliste du film, tu vois, faut le dire, quoi, tu vois. Mais il y a ce moment en fait où donc les mafieux arrivent. Après, tu vois, en inspecteur des travaux finis, là, tu vois, après avoir vu Steven défoncer tout le monde et tout, et faire, bon, bah voilà, et là, t'as Steven qui lui prend son flingue et qui tire dans le cadavre de Richie, qui est pas encore froid, là, encore chaud. Tout ça pour dire, voilà, c'est vous qui l'avez buté. Tu vois. Parce que moi, je peux pas, en tant que flic, le buter, tu vois. J'ai buté 15 autres mecs, hein. Mais en tant que flic, je peux pas le buter. Et je pense que quand la police technique et scientifique arrivera, le tire-bouchon dans le crâne, ils le verront pas. C'est parce que c'est assez discret comme mise à mort. Ça, c'est des balles de mafieux. Ouais, ça, voilà. Non, c'est pas de problème. Le coroner est formel. Tu vois. Les empreintes. Non, il n'y en a pas. Voilà. C'est le coroner. Le coroner a parlé. Donc. Et il faut le dire quand même, hein, c'est la fin d'une époque. Ce film, quoi. Parce que en fait, c'est la fin du Steven dans la rue. Oui, c'est la fin du polar urbain globalement, qu'il essaiera de reprendre un petit peu son ombre blanche, mais très inspiré Seven, et puis avec un côté buddy movie qu'il n'y avait pas avant. Mais oui, c'est la fin de cette saga, on va dire, de ce premier chapitre de la justice italienne. C'est la fin de Steven qui faisait du Steven, c'est-à-dire pur et dur, c'est-à-dire qu'en gros, où que tu le mettes, que ce soit dans des désignés pour mourir, Nico, Échec est mort, c'est Steven, tu vois. Après, il commençait à piquer les formules des autres. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Under Siege, c'est Die Hard, hein, c'est un Die Hard exploitation. Comment dire, Terminé, bon. C'est vrai, c'est vrai que Terminé, c'est sa propre formule aussi, tu vois. Je veux dire, c'est Forrest Taft. Ouais, voilà, tu vois. Mais après, il revient au Die Hard exploitation avec Under Siege 2.
comme tu l'as dit, L'Ombre Blanche, c'est un buddy movie inspiré de Seven, enfin inspiré de Seven. Il pleut, quoi. Vite dit, quoi. Il pleut, quoi. C'est tout. C'est de la pluie, c'est Seven. Voilà, il y a de la pluie, il y a un serial killer, tu vois. Et étrangement, c'était pas Steven, le serial killer, tu vois. Mais donc voilà, en fait, il commençait à piquer les formules des autres pour survivre. Parce qu'à la fois, moi, tu m'aurais donné 15-20 polars secs comme ça de plus, avec lui en tête d'affiche, je pense que j'aurais continué. Parce que j'adore le polar, j'adore le film d'action, donc je suis totalement dans mon élément à ce moment-là. Mais je comprends aussi que d'un point de vue carrière, on va dire, un artiste, un acteur, un réalisateur, peu importe, finisse par se dire, si je reste dans mon précaré, quand ça marchera plus, ça marchera vraiment plus, donc il faut que je pense à l'ouvrir. Et c'est vrai qu'il a essayé, mais il a essayé presque trop brutalement. Quand tu passes de Justice Sauvage à Under Siege, qui est son plus gros succès, on y reviendra la prochaine fois, dans à peu près, mais globalement, c'est aussi un geste que tu comprends de vouloir ouvrir un peu le genre de film que tu fais. Non, bien sûr que si tant est qu'il y ait une véritable démarche artistique chez Steven, tu vois. Même d'un point de vue business. Voilà, c'est d'un point de vue business, ça lui a profité. Hein, je veux dire, il a distancé quand même Van Damme à ce moment-là, c'est parce que c'était un peu son rival au box-office dans cette tranche de budget et cette tranche de succès au box-office, quoi. Tout en haut, t'avais Schwarzy, Stallone, et puis l'étape en dessous, t'avais Seagal, Van Damme, quoi. Bruce Willis, Bruce Willis, Mel Gibson aussi, tu vois, si tu les comptes. Je les ai jamais vus comme des rivaux. Non, mais ils étaient pas rivaux, mais ils étaient action stars, tu vois, c'est des action stars. Je veux dire, il y a des intermédiaires entre Arnold, Sly et Van Damme, Seagal quand même, tu vois. Il y a les Golgoth, mais je prenais plus dans le côté mec qui met des gifles, plus que tu vois, Mel Gibson et Bruce Willis. C'est des acteurs dramatiques. C'est des acteurs avant tout. Qui savent mettre des gifles. Stallone aussi, ça colle pas. Enfin, je suis désolé. Stallone est un grand acteur, mais il y a un grand moment de sa carrière où il l'a oublié lui-même. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était un action star de malade, mais c'est pas moi qui vais te contredire, et puis surtout pas ici, pas dans cette émission. Mais donc voilà, donc c'est la fin d'une époque. Moi, je pense, pour être un peu objectif en fait sur le film, c'est un film que j'adore, hein, que j'ai dû voir, je sais pas combien de fois, quoi. Trop. Non, mais bien sûr, comme souvent, mais de toute façon, tous les premiers Steven, hein, c'est un peu pour ça qu'on fait ces émissions-là aussi, c'est parce qu'en fait, on a un vrai amour pour Steven, qui est un amour entre guillemets contrarié, parce qu'on sait que c'est un gros cochon, on sait que c'est un gros dégueulasse, on sait que c'est encore une fois un pervers narcissique et tout, mais en même temps le mec il représente quelque chose au cinéma qui est cette espèce de catharsis en fait de défoncer tout sur son passage à la rien à foutre, tu vois, qui fait que tu vois, tu te dis bon, tu vois, quel homme quand même, ce Steven, tu vois, ça fait quand même du bien. Voilà, après un Steven, tu c'est bien de le voir tenir un mec en respect juste en lui tenant le petit doigt, tu sais, je sais pas quoi, c'est un peu sa méthode, quoi. Mais c'est surtout que en fait là où disons que moi j'aime beaucoup le film, et en même temps j'ai pas réussi vraiment à trancher totalement sur la notion de est-ce que j'aime le film parce que c'est un John Flynn, tu vois, ou est-ce que j'aime le film aussi parce que c'est un Steven, et probablement les deux en fait. Mais c'est ça, il y a pas de trancher, en fait. Et John Flynn lui-même a expliqué qu'il s'est pas très bien entendu avec Steven Seagal. C'est surprenant. Ouais, voilà. On a quand même bizarrement assez peu d'histoires de gens qui disent non mais c'est trop bien, j'y retourne quand vous voulez. Hein. Ouais, et même Andrew Davis a plus ou moins, alors qu'ils ont quand même tourné 2 fois ensemble et tout, a plus ou moins reconnu que Steven c'est compliqué, quoi. Apparemment là la problématique c'est qu'il mettait tout le monde en retard, il se pointait au moins avec 1 heure de retard sur le plateau. Je dis bon, 1 heure ça va, hein. Je veux dire, c'est pas Vin Diesel qui se pointe 12 heures après ou je sais pas quoi, tu vois. Donc sur les Fast and Furious, c'est qu'il fait ce qu'il veut, quoi, tu vois. Steven il a conscience du travail bien fait. Tu vois, il est venu, il s'est pointé, il sait qu'on a besoin de lui. Le générique de fin le démontre d'ailleurs, tu vois. C'est parce que génial, le générique de fin, c'est sur une chanson de Greg Allman, là, tu vois, qu'on entendait dans le film et tout, quoi. Où ce n'est que des plans de Steven. C'est Steven, tu vois, comment dire. Et ils remettent d'ailleurs le plan de Broadway parce qu'on sait jamais. Si jamais il l'avait raté, si jamais Arthur Miller l'avait raté comment ça s'appelle, en regardant le film, il se rappellera en sortant dans le générique de fin, quoi. Donc voilà, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est tout ce qu'il faut dire. C'est Justice Sauvage, c'est beau. Oui, moi je suis comme toi, c'est un film que je continue à aimer énormément, que je revois de façon régulière. Il faut avouer aussi que la formule du film sec de 90 minutes, c'est aussi facile à revoir. Oui. Il y a des films que tu adores, mais ils font 3h30, tu les regardes pas tous les jours. Tu vois, on regarde pas aussi facilement JFK, c'est sûr. Voilà, et pourtant, je pense qu'on peut dire de façon objective que c'est un meilleur film. Que c'est très légèrement un meilleur film. C'est un peu. Mais très bien.
Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Justice Sauvage? Bah, je pense à peu près. Mais enfin, de toute façon, je pense que nous prêchons à la paroisse. Bah voilà, les gens savent. On est un peu en famille, tu vois. Tout le monde sait que c'est effectivement la fin d'une époque qu'on a probablement parlé. On vient de finir la toute première époque de Steven et dès le prochain film, ce sera la deuxième vague de la carrière de Steven Seagal. La vague blockbuster. Celle-là. Mon cher Julien Charpentier, avant de nous quitter, annonçons que nous allons rééquilibrer les chakras. Tu vois, dans un prochain épisode. On parle d'une rivalité, il faut la faire jusqu'au bout. Voilà, donc le prochain épisode, toi et moi, ça sera sur un Jean-Claude Van Damme. Parce que tant qu'à faire entre Jean-Claude et Steven, nous avons pris une décision radicale, aimer les deux. Voilà, c'est ça, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de favoritisme. Pas de paroisse chez nous. Voilà. Donc, mon cher Julien, à bientôt pour un Jean-Claude Van Damme. On ne dit pas ce que c'est, on laisse un peu la surprise. Je serai là. Vois, voilà. Et puis on en reparle. Voilà. Donc je remercie Alain Mercier à la technique. Merci Alain. Qui souffle des mots, qui ricane, qui est présent, dont je sens l'aura en fait. Il ricane pas, il se marre parce que tu fais des bonnes blagues. Non, il ricane. Oui, mais bon, tu vois, voilà, il sait parce qu'il est là, il dit ah mais moi aussi tu me l'as montré, tu vois, Justice Sauvage et tu parles, t'as pas aimé. Donc je veux dire, je me rappelle que t'as pas aimé, c'est vrai ou pas? Il secoue la tête. Dis-le. T'as un micro. C'était très drôle. C'était très drôle. la fin. Ah oui. T'as aimé la fin? J'ai aimé la fin. Parce qu'il défonce tout le monde. Avec les ustensiles de cuisine et tout, moi ça m'a fait. Ouais, il casse le mobilier et tout, quoi. Ça t'a plu? Ouais. T'es un anarchiste, Alain Mercier, c'est tout, quoi. Voilà. Bon, merci Alain, merci à la technique, merci à vous tous qui nous suivez, merci à vous tous qui nous soutenez. Comme toujours, en fait, c'est sur les plateformes en fait de financement participatif que ça se passe pour nous aider un peu, pour faire des émissions de qualité comme celle-ci avec mon ami Julien Charpentier, pour parler de Steven Seagal. C'est vrai. Pour dire, voilà, en fait, votre argent est bien dépensé. Donc voilà, quoi. On parle de Steven quand même, quoi, c'est important. En tout cas, il est dépensé. Donc, non, mais il est dépensé, ça c'est sûr, voilà. Donc merci à vous, merci. Donc les plateformes, c'est Tipeee, c'est Patreon, c'est KissKiss, hein, Alain, c'est ça, toujours. Voilà, et les mots-cles, c'est Capture Mag, voilà. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est là-bas que ça se passe. Vous pouvez aussi partager des émissions de qualité comme celle-ci, hein, voilà, où, n'ayez pas peur hein, de prêcher la bonne parole ségalienne, la geste ségalienne vous aussi, quoi, sur les réseaux sociaux, quoi. C'est l'avantage de Stéroïdes, c'est que suivant les gens à qui tu parles, tu peux faire le partage un peu honteux, tu vois, le Steven Seagal, ou le partage un peu plus classe, noble, Narc ou d'autres films. Bon, Narc, ça n'a pas été trop partagé. Non, pas assez. Tu vois, pas assez, c'est quand même un super film, les gars. Voilà, un peu oublié puis difficile à voir, c'est vrai, hein, tu vois, enfin bon, difficile à voir, c'est comme tout, difficile à voir légalement. Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, si tu t'es équipé en 4K et tu dois te commander le truc à l'autre bout du monde et patati et patata, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, moi aussi. Moi, je suis carrément allé à Toronto l'acheter. Donc, tu vois, c'est dire, quoi. Le gars, il prend un avion pour l'acheter un Blu-ray. Si c'est pas aimé le cinéma, un 4K. Tiens, voilà. Mon bilan carbone est complètement explosé, quoi. Bref, il faut sortir de scène, Julien Charpentier. Au revoir à tous. Merci à tous et à bientôt avec un Jean-Claude Van Damme. Salut.